Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je suis Geneviève Burning pour Cosmic Studio et, euh, et je vous accueille pour ma première émission de Burning Books. Voilà, l'émission où je vous partage mes notes de lecture sur les bouquins que je lis. Voilà, donc c'est un peu un compte rendu de ma bibliothèque, si on peut dire. Il y en a quelques-uns en stock, donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est hop, check. Mike Kelley, voilà. Un bouquin sur Mike Kelley. Décédé prématurément en janvier 2012, l'artiste américain Mike Kelley, né en 1954, a laissé derrière lui une œuvre prolifique, protéiforme et dérangeante, puisant tout à la fois dans la culture savante et dans la culture populaire. Des premières performances réalisées à CalArts, la célèbre école d'art de Los Angeles, à l'œuvre graphique d'une richesse étonnante, ou encore aux dispositifs spectaculaires dans lesquels l'artiste recourt à toutes les techniques, vidéo, photographie, objets hétéroclites. Voilà. Le travail érudit et teinté d'irrévérence de Mike Kelley se déploie en un corpus visuel et sonore saisissant, l'éducation, le corps, la mémoire refoulée, l'univers et l'adolescence, où la réhabilitation des histoires mineures sont autant de thèmes abordés dans une tension permanente entre registres psychologiques et artistiques, comiques et tragiques, constituant ainsi un commentaire critique décapant sur l'art et sur la société. Il se trouve que donc c'est édité par c'est sous la direction de Sophie Duplay. Oula. C'est édité par le Centre Pompidou, hein. Pas sur la Camelot, quoi. Hop là, je me mets bien. Et alors, je vous dis tout de suite, je crois que c'était réalisé en... Donc ça, en 2013, je crois. Hein. Ouais, ça, 2013, si je dis pas de... Je pense à sa rétrospective en 2013. Oui, le bouquin a dû être écrit à la même époque. Hop, ça se casse la gueule aussi. Et du coup, bon, ça c'est un document que j'ai emprunté, hein, donc j'ai pas fait mes notes directement dessus. Donc je vais vous les lire. Je suis assez studieuse, hein, je mets ça dans un carnet. J'arrive. Je suis assez nerveuse, hein, pour la première émission. Alors. Voilà ça. Yes, il y a du monde. Hein. Alors, Mike Kelley. Page 19. Il me fallait dire comment opérait mon travail par rapport à de multiples discours, car personne d'autre ne l'aurait fait. Je l'ai dit bien des fois, si on n'écrit pas sa propre histoire, quelqu'un d'autre le fera, et cette histoire obéira à leurs propres intérêts. C'est-à-dire que lui, Mike Kelley, au début de sa carrière, on lui prêtait certaines valeurs à son travail qu'il s'est ensuite réapproprié et qui a été une sorte de déclencheur dans la deuxième partie de son travail qui était un autre chantier. Ensuite, page 20, la minorité n'est pas seulement affaire de nombre. Dans le livre qu'il consacrait ILS à Kafka, Gilles Deleuze et Félix Guattari, après avoir fait valoir qu'une littérature mineure n'est pas celle d'une langue mineure, mais plutôt celle qu'une minorité fait dans une langue majeure. De même, la démarche historique poursuivie par Kelley consiste à minoriser ce qui se présente comme plus grand, plus fort ou adulte, et à revendiquer pour le mineur le caractère public qui lui revient. Ensuite, page 22, mes premiers travaux, donc fin 60, début 70, refusaient de reconnaître l'existence d'un « je » historique, J-E, dans le travail. L'autobiographie n'était pas autorisée. Le sens coulait en une sorte de troisième personne mythique, comme si moi-même, le producteur, j'étais absent, et que le lecteur, enraciné dans son histoire, était lui aussi absent. Puis j'ai réalisé que c'est un mensonge, la réitération de la culture dominante. J'ai donc essayé de me préoccuper davantage de l'esthétique spécifique de mon propre milieu, la classe moyenne inférieure. Ça c'est très important chez Cosmic Studio. Hop. Pas possible. Je travaille dans mon lit. Hein. En fait, dans une culture où il n'y a pas de grande différence entre la mémoire des individus et celle du groupe, mes souvenirs font tellement partie de mythes culturels, de films, de livres et de magazines,
de tout ce genre tout ce genre de choses, et tant que mes souvenirs sont des fabrications de toute façon fondées sur ces modèles, que je ne vois pas de grande différence. Voilà, en gros, il dit qu'il y a une sorte de mélange, de fusion entre ces mémoires dites individuelles, personnelles, et ce qu'il voit dans les magazines, dans les masses cultures. Voilà. Culture de masse et culture populaire d'ailleurs. Tout ce que je fais, moi, c'est de fournir des détails pour que ça ait l'allure du vrai. J'utilise des matériaux biographiques pour que ça ait l'air vrai. Alors ça, c'est des notes pour moi. Oui, alors, je vais vous faire part de ça. Note pour moi. L'œuvre Educational Complex, dans les années 90, juxtapose les lieux de son enfance, les institutions scolaires et sa maison. Donc il fabrique le lieu de ses souvenirs. Et ensuite, il va jouer dedans dans ses vidéos. Voilà. C'est assez important, je trouve, comme délire. Ensuite, page 23, attention, il y a du gros texte là. Page 23, la version achevée d'Educational Complex, donc ce dont je viens vous parler, propose un partage clair entre l'aspect extérieur des bâtiments, reproduit avec une exigence d'authenticité historique, et leur intérieur, soumis au jeu capricieux de l'oubli. Envisagé du premier point de vue, la maquette réalisée s'inscrit dans une logique d'inscription spatiale du lieu, caractéristique des arts de la mémoire. Voilà. Mais cette reconstitution méticuleuse, avec le cadre viable qu'elle fournit à la réminiscence, ne sert pas ici à récupérer les souvenirs, ne sert pas à récupérer les souvenirs personnels d'un sujet, elle sert plutôt de cadre à une mise en scène de l'oubli, auquel elle prétendait remédier. La disposition en fin de compte adoptée par Kelly, qui fait alterner sans raison la perfection hallucinatoire de l'espace du souvenir, prétendument retrouvé, avec le blocage absolu qui suscite un oubli lui aussi supposé parfait, reprend en effet la stratégie binaire qui sous-tend le syndrome de répression du souvenir. Mais cette mise en scène est maintenant efficace au titre de fiction. Discontinuité et exagération transforment les symptômes fétichisés des tenants de la théorie du repressed memory, donc répression du souvenir, en stratégie méthodique de production d'un art de la mémoire dysfonctionnelle. Voilà, c'est assez technique, mais en gros, ce que ça raconte, c'est que Michael a un syndrome de répression du souvenir, donc Repressed Memory Syndrome, et c'est-à-dire que, comme expliqué précédemment, sa mémoire vacille, voilà, mais comme la mémoire de tout le monde, hein, on s'entend là-dessus. Et du coup, il joue de cette discontinuité du souvenir, de cet art de l'oubli, comme il dit, pour créer une version fantasmée de son enfance. Voilà. C'est là où il dit Educational Complex, c'est une maquette qui allie plusieurs Educational Complex comme un complexe, pas un complexe intérieur psychologique, mais plutôt un complexe architectural. Je change de main à chaque fois, c'est pour ça les petits dans la caméra. Et du coup, c'est une maquette hyper millimétrée et tout, mais à l'intérieur de des maisons, des petites structures qu'il réalise en maquette, il s'autorise tout, c'est-à-dire qu'il s'autorise à changer complètement l'architecture intérieure des lieux et que ce soit pas cohérent, quoi, voilà. Avec Day is Done, son dernier grand projet de Mike Kelley, les images trouvées deviennent l'ancrage visuel de nombreuses vidéos. Sous forme de scénettes, tableaux vivants, clips, épisodes d'émissions télévisées, celles-ci mettent en scène une constellation de rituels sociaux, la plupart liés à la scolarité adolescente ou à l'enfance, qui contribuent à la fabrication invisible de la société américaine récente. Page 24. Voilà, là, il parle justement que dans la scolarité américaine, il y a une sorte d'embryon de la société américaine récente, à son époque, contemporaine à lui. Voilà.
et que tout se joue aussi dans l'adolescence, une sorte de... À l'école, il y a tous les systèmes de domination qu'il y a aussi dans la société américaine, quoi. Je me projette dans ces photographies, je ne sais pas ce qu'elles ont comme sujet. Et donc, tout ce que je projette est d'ordre subjectif. C'est en partie fictif, en partie emprunté à des films, aux mass médias, à diverses sources variées, auxquelles je donne chair. Et ensuite, on présente cela de manière surritualisée. Et le résultat est l'accumulation de tous ces facteurs. Quand il dit je me projette dans ces photographies, c'est-à-dire qu'à un moment il a un projet qui consiste à récupérer, à retrouver, donc c'est un travail d'archive pas mal. Toute une partie de son travail c'est quand même de l'archive, hein. C'est aller chercher des images des balles de fin d'année là aux États-Unis, et tous les déguisements, tous ces personnages de toute façon sont souvent déguisés, ils sont stéréotypés, il y a tout un délire comme ça, et dans ces déguisements justement il y a plein de photos qu'il a prises, enfin qu'il a récupéré des déguisements, dont il a refait les photographies avec des acteurs et en couleur, etc. quoi. Contre cela s'érige une conception du souvenir comme construction stratifiée et lacunaire, en proie à l'oubli, fruit d'un travail d'invention des relations qui empruntent à la fiction. Voilà, donc comme je dis, hein, la mémoire est un travail de fiction. Voilà. Et ensuite, alors là, j'ai fait juste des grosses prises de notes, du coup j'ai fait page 51. Alors, page 51. Où est-ce que je suis? 31. Page 51. Page 51. Alors, ça passe de le temps jusqu'à a été perdu. Ok. Tac, tac, tac. Le temps. Le temps. J'arrive. Allez. Le ton. Théouen. Le ton qui combat sans tout à fait la vaincre la mélancolie est reconnaissable. Mike Kelley, lorsqu'il évoque les États-Unis, le rock, les comics, Rose Hobart ou Bill Clinton, compose avec cette donnée cruciale posée dans un faisceau historique les revendications d'une génération. Que ce ton soit doublement porté par un sentiment de détresse et de joyeuse insurrection dit bien l'urgence qu'il place dans l'écriture. Je crois qu'il vaut mieux commencer par expliquer d'où je viens et en quoi toute cette question est importante pour moi. Né en 1954, je fais partie de la toute fin de la génération des années 60, une période d'immense transformation sociale et d'agitation aux États-Unis. J'avais 14 ans en 1968. J'étais suffisamment conscient pour être touché par les troubles sociaux, et juste assez vieux pour pouvoir être appelé au Vietnam. Mon regard sur le monde était un sous-produit de la contre-culture. Du coup, je n'avais rien en commun avec mes frères et sœurs, plus âgés que moi. Ils étaient d'après-guerre. Je faisais partie de la génération télé. J'étais de l'âge des médias. J'étais pop. Je n'avais pas l'impression de faire partie de ma famille. Je n'avais pas l'impression d'appartenir à mon pays, ou d'être connecté au réel. Le monde m'apparaissait comme une façade de médias. Et l'histoire comme une fiction, une montagne de mensonges. Je faisais l'expérience, je crois, de ce que l'on a appelé la condition postmoderne, une forme d'aliénation très différente de l'existentialisme d'après-guerre en ce qu'elle manque de sens historique. Il n'y a même plus l'idée que la notion de vérité a été perdue. Bon. Ensuite, page 52. Désolé, hein, je suis assez rapide. Page 52, alors c'est de où à où? Ah ouais, de ces formes en rend visible. Je me mets les doigts dans le nez, hein, y a pas de souci. Ah oui, de ces formes a priori annexes, n'est pourtant la mission que Mike Kelley semble s'être donnée et à laquelle il demeure d'une absolue fidélité, celle de faire naître, de promouvoir une communauté. Artistes, critiques, musiciens, chercheurs, les amitiés de Mike Kelley sont aussi multiples et diverses que l'est sa pratique. Les textes, entretiens et expositions qui l'occupent, occupe, sont le plus souvent l'occasion de mettre en lumière des liens et des affinités. Face au discours théorique et critique d'une histoire de l'art perdue dans des oppositions qu'elle cherche à maintenir, Mike Kelley oppose l'éclatement et la solidité des amitiés.
capable d'affronter le passage du temps, de franchir les frontières, de partager des passions, de soumettre au regard de l'autre des productions, ne jamais prendre la parole au nom de l'autre, mais avec lui. Tel semble être l'un des vœux que poursuit l'artiste et que l'écriture ou la conversation rendent possible. Le teneur politique de cet engagement trouve sa source dans une croyance formelle, la diversité de formats utilisées par l'artiste conteste sans cesse, l'édification d'une vérité univoque de l'écriture. Dans ses déplacements formels, Mike Kelley installe son groupe. Dans ses déplacements formels, Mike Kelley installe son groupe. À cet égard, il demeure attaché au modèle underground. Le groupe de rock reste son horizon. Ça se finit. Bon, je vais bien voir. Donc le groupe de rock devient son horizon, c'est ça hein. Le groupe de rock reste son horizon. L'aventure de Destroy All Monsters, note de bas de page dans l'histoire du punk américain. Le groupe qu'il fonde à Détroit pendant ses études à l'université d'Ann Arbor à l'hiver 1974 apparaît comme la première occurrence de son projet au long cours, celui qui consiste donc à rassembler des personnes, des intérêts, des objets, souvent hétérogènes, mais toujours guidés par leur teneur critique et inflammable. Son goût pour l'histoire de la conspiration, pour celle des ovnis, est également à mettre au compte de cet intérêt pour les groupuscules. Note de bas de page de la grande histoire, des versions officielles des contes Census, c'est par là qu'il aurait tenté de mettre en pratique et en question l'idée de common parlance, de langage commun, voilà. Que son engagement du côté de l'enseignement dès la fin des années 80 au Pasadena Art Center College of Design jusqu'en 2004 parachève. Le dernier mot de son texte artiste critique, pour l'interrogation, criticality, expression intraduisible en français, raccorde avec la manière dont, de son côté, l'Académie de la pensée américaine connaît, au moment même où Mike Kelley écrit et publie d'importantes modifications, l'installation progressive de la culture visuelle dans le paysage universitaire américain, capable, à ses meilleures heures, de dessiner enfin la diagonale entre les disciplines, les objets, qui libère des polarités et des chapelles. Puis dans cette idée de criticality, donc la théoricienne Irit Rogoff, qui est souvent retenue sur cette notion, en a fait le cœur d'une pratique théorique, émancipée des allégeances des réflexes disciplinaires, une manière de faire de la pensée une activité risquée, pleine d'élision et de doute. La disparition soudaine de Mike Kelley, si elle continue de sidérer ceux pour qui son travail compte, oblige à ressaisir ces fragiles passerelles qu'il avait contribué à édifier. Sa croyance, toute politique, dans une fonction critique de l'art, indissociable de ses amitiés et des combats qu'il a menés, continue d'indiquer une voie non seulement précieuse mais urgente pour le champ de l'art. Cette voie accorde une place toujours plus importante aux affects, aux affinités, à la promotion d'un langage commun. Alors, normalement, je devais m'arrêter plus tôt, sauf que... je vois pas trop où. Bon, écoutez. Bon, bref. Moi, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, hein. C'était un peu long, peut-être. En même temps, Mike Kelley, il a un travail tellement passionnant. Et ben, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bel été, un bon hiver, un bel automne, une belle vie, hein. Et on se retrouve dans pas très longtemps pour une prochaine lecture, hein. A plus tard chez Cosmic Studio.